Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve enfin pour ressusciter le projet de water cooling DIY. Alors en effet, il y a peut-être 6 mois de ça maintenant, j'avais eu l'idée tout simplement de fabriquer moi-même un circuit de water cooling pour PC en utilisant des pièces imprimées en 3D plutôt que d'utiliser des pièces du commerce. C'est-à-dire que j'avais fabriqué le water block, la pompe et le réservoir moi-même avec des pièces imprimées en 3D. J'avais utilisé un radiateur que j'avais acheté sur eBay pour pas cher et j'avais essayé comme ça de monter mon propre système de water cooling. Alors j'ai fait une série de 3 vidéos il y a maintenant quelques temps de ça et les résultats étaient pas si mauvais que ça, franchement c'était pas mal niveau performance. Par contre, il y a eu des gros problèmes de fuite, de fiabilité et ça a un petit peu mal tourné. En fait, si vous n'avez pas vu, c'est qu'après la dernière vidéo dans laquelle on avait testé un petit peu le système, j'ai continué à utiliser un petit peu le PC et malheureusement, il y a des fuites qui sont apparues ou qui se sont en tout cas empirées et j'ai même fini quelques jours ou quelques semaines plus tard, j'ai fini par avoir une flaque d'eau sous le PC, donc c'était vraiment pas terrible. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de ressusciter le projet. Enfin, en fait, j'ai décidé de le faire il y a déjà quelques semaines de ça. J'ai travaillé dessus ces dernières semaines et les résultats sont plutôt encourageants. À tel point qu'aujourd'hui, on va essayer dans cette vidéo de refroidir non pas le PC qu'on avait refroidi la dernière fois, mais carrément de refroidir mon PC principal et de voir ce que ça donne sur un Core i7. Alors comme j'ai dit, j'ai déjà commencé à retravailler sur le water cooling DIY il y a maintenant plusieurs semaines de ça. Au départ, j'avais comme idée de simplement refabriquer les pièces qui ont posé problème la fois d'avant. Le problème justement, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de choses qui ont posé problème et donc j'ai décidé de carrément tout recréer. J'ai redessiné tous les composants, j'ai complètement repensé le système et j'ai notamment essayé un petit peu d'apprendre de ce qui n'a pas marché la première fois pour améliorer cette version 2.0. Alors une différence majeure sur cette deuxième version par rapport à la première version, c'est qu'on ne va pas fabriquer les pièces de la même manière. Dans la première version, j'avais imprimé toutes les pièces en 3D avec mon imprimante 3D filament, mon imprimante 3D classique. Alors je ne sais plus laquelle j'avais à ce moment-là, je devais encore peut-être avoir mon Nanette A8. En tout cas, j'avais imprimé toutes les pièces avec une imprimante filament. Le problème de ces imprimantes-là, c'est qu'elles ne font pas vraiment un travail parfait. Et notamment, les pièces qui en sortent ne sont pas vraiment étanches. Donc ces imprimantes utilisent tout simplement du filament qu'on vient faire fondre pour déposer couche après couche pour fabriquer la pièce en 3 dimensions. Le problème, c'est que entre les différentes couches de filament, il reste souvent des interstices dans lesquels l'eau peut se glisser. Et évidemment, ça crée des fuites et dans un PC, on préfère les éviter. Donc j'ai décidé de laisser tomber l'impression 3D filament et aujourd'hui on va faire appel à l'impression 3D résine. Puisqu'un changement depuis ces derniers mois, c'est que j'ai maintenant une imprimante 3D résine, la longueur 3D Orange 10, que j'ai eu l'occasion de tester ces derniers temps et j'ai d'ailleurs fait une vidéo review, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. C'est l'une des imprimantes 3D résine les plus abordables du marché, en tout cas pour le moment. Et l'avantage, c'est que l'impression 3D résine va nous permettre de fabriquer des pièces étanches. Puisque cette fois-ci, l'impression utilise une résine liquide que l'on vient solidifier avec des UV. Et donc, les pièces qui en sortent sont complètement pleines, monoblocs, et surtout sont parfaitement étanches. Et ça, c'est très important. Deuxième chose que va nous permettre l'impression 3D résine, c'est de faire un peu plus de transparence. Puisqu'encore une fois, avec l'impression 3D classique, on ne peut pas faire de pièces transparentes. C'est très compliqué. On peut faire des pièces qui soient plus ou moins opaques, mais on ne peut pas faire quelque chose qui soit complètement transparent, comme une vitre par exemple. Alors pour la première version du water cooling, j'avais utilisé du polypropylène pour faire certaines pièces, notamment le réservoir, en tout cas le corps du réservoir. Ça donne un effet comme ça un peu blanc et un petit peu translucide, c'est-à-dire qu'on peut quand même voir à travers le niveau de l'eau, mais comme vous le voyez, c'est absolument pas transparent. Tandis qu'avec l'impression 3D résine, eh bien, je vais utiliser, ou plutôt j'ai utilisé, de la résine transparente qui devrait me permettre de fabriquer des pièces transparentes, tout simplement. Donc c'est la grosse différence avec cette version 2.0 du water cooling DIY, c'est l'impression 3D résine. Malgré tout, il y a encore quelques pièces qui vont être faites en impression 3D classique, mais toutes les pièces qui auront besoin d'être vraiment étanches seront faites en résine. Alors comme j'ai dit, j'ai déjà bossé sur ce projet, donc les choses sont plutôt bien avancées, même très bien avancées. J'ai passé ces dernières semaines à redessiner complètement le système. Dans la version précédente, j'avais utilisé une boucle avec réservoir, pompe, waterblock CPU et radiateur. Donc tous les composants étaient indépendants. Pour cette version 2.0, j'ai décidé de regrouper le réservoir et la pompe, donc de faire un combo réservoir-pompe. Donc ça va prendre déjà beaucoup moins de place. Les composants sont plus petits, sont parfaitement étanches cette fois-ci et c'est un peu plus joli également à voir. Donc bref, j'ai tout redessiné sur SolidWorks, vérifié mes assemblages, vérifié que tout allait bien. J'ai ensuite dû fabriquer toutes les pièces, donc tout imprimé avec de l'impression 3D résine, un petit peu d'impression 3D classique quand même, puis tout assemblé, tout étanchéifié, même si ce n'était pas si compliqué que ça. Et je suis assez content de vous annoncer qu'il n'y a presque pas de fuite, que ça fonctionne et que je trouve que le design est bien meilleur que la dernière fois. On va pouvoir aller jeter un coup d'œil, j'ai déjà tout monté dans ce PC, le même PC que ce que j'avais utilisé la dernière fois
Donc on va pouvoir comparer un petit peu les performances de refroidissement, l'encombrement et compagnie. Donc j'ai monté ça dans ce PC-là. C'est juste pour tester, puisqu'après on va essayer de monter tout ça dans mon PC principal et de refroidir. Donc voilà le premier aperçu du Water Cooling DIY version 2.0. Donc encore une fois, je le répète, hein, mais ici c'est juste un montage de test, c'est pas du tout parfait, optimisé ou quoi que ce soit. C'est juste pour tester s'il y a des fuites ou pas, et puis également pour refroidir donc mon AMD FX 6300 pour pouvoir comparer les performances avec la version précédente. Donc première chose qu'on peut remarquer, c'est que le système est beaucoup plus petit que la première version pour ceux qui ont vu les premières vidéos. Tout d'abord parce qu'il n'y a plus de pompe indépendante, hein, on a le combo réservoir-pompe juste là, et puis le waterblock est également plus petit qu'avant. Également, ça vous donne un coup d'œil sur la résine transparente, donc la Wanao Clear. Vous voyez que notamment pour le waterblock, c'est assez sympa. Alors, elle n'est pas transparente comme le serait une vitre, hein, c'est-à-dire qu'elle a cette couleur un peu jaune qui n'est pas forcément terrible, mais bon, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on trouve. Donc c'est une résine qui permet quand même de voir un petit peu ce qui se passe, c'est un peu plus sympa que des pièces complètement opaques. Donc on a une vue sur le waterblock. La surface de dissipation est un peu plus petite qu'avant, puisqu'en fait le waterblock est simplement conçu autour d'un petit dissipateur en aluminium que j'avais récupéré, je sais même plus où. C'est le même d'ailleurs que celui que j'ai utilisé dans la version précédente du Water Cooling DIY. Et j'ai tout simplement redécoupé un petit peu pour qu'il soit un peu plus petit et pour que ce soit un peu plus, pour que je puisse faire simplement un waterblock un peu plus petit et un peu plus joli. Donc bref, j'ai perdu un petit peu au niveau de la surface d'échange, on va dire processeur eau. Donc peut-être que ce sera un petit peu moins efficace à cause de ça, mais sinon le waterblock est aussi beaucoup plus petit. Le système de fixation est compatible AMD et Intel, j'ai deux tout simplement supports. Voilà, j'ai fait deux supports. Alors c'est un petit peu inspiré de ce que font certaines marques évidemment, mais donc il y a deux supports comme ça qui se remplacent. Celui-là c'est la version Intel, évidemment j'ai la version AMD qui est en place maintenant. Alors ensuite le combo réservoir-pompe. Première chose, il est beaucoup plus petit qu'avant, que ce soit le réservoir ou la pompe, les deux composantes sont plus petits qu'avant. Voilà le réservoir de la première version pour comparaison, ouais, ça rentre même pas dans le champ de la caméra. Donc ce truc là était beaucoup plus grand, sauf que je me suis aperçu que ça servait à rien de faire des gros trucs. Déjà parce que l'espace est quand même un petit peu limité, que ce soit dans ce boîtier là ou dans le boîtier de mon PC principal. Et puis également parce que ça sert à rien d'avoir un réservoir qui fasse 1,5 litre, puisque de toute façon une fois que la boucle est remplie, le liquide circule en circuit fermé, donc il n'y a plus vraiment besoin d'un gros réservoir. Donc on peut également apercevoir un petit peu la transparence du réservoir. Donc là encore, ça permet, vous voyez, de bien voir le liquide quand même à l'intérieur. C'est pas parfaitement transparent, encore une fois, c'est pas transparent comme le serait du verre ou de l'acrylique ou même les vrais réservoirs de water cooling qui sont transparents, mais c'est déjà pas mal. En dessous, on a évidemment la pompe, donc comme ça on est sûr que la pompe sera toujours en eau, et la pompe donc prend directement évidemment dans le réservoir et rejette l'eau sur le côté ici. C'est toujours le même petit moteur DC 12 volts en dessous, avec le booster de tension qui se trouve derrière. Enfin, c'est exactement le même montage que la première version, tout simplement pour faire tourner le moteur aux alentours de 20 volts, histoire d'avoir un peu plus de vitesse et que la pompe tourne un peu plus vite, et donc déplace un peu plus d'eau. Alors maintenant qu'on a fait le tour de la boucle, on peut parler un petit peu des performances. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai exactement le même radiateur de 240 mm pour dissiper la chaleur, donc j'ai la même capacité de dissipation, donc ça n'a pas changé. Par contre, au niveau des performances, c'est un petit peu moins bien cette fois-ci. La dernière fois, sur mon AMD FX 6300 stock, c'est-à-dire sans overclock, j'avais atteint, je crois, une température aux alentours de 40 degrés à peu près, ce qui était d'ailleurs étonnamment faible. Je ne sais pas exactement comment ça s'explique, si c'était vraiment performant ou s'il y avait autre chose. En tout cas, cette fois-ci, avec une température ambiante qui est un peu plus élevée et également un peu moins de pâte thermique entre le waterblock et le processeur, je ne me suis pas emmerdé à en remettre puisque je vais redémonter ça dans très peu de temps. Donc quasiment sans pâte thermique entre le processeur et le waterblock, j'atteins 57 degrés sur le processeur en charge. Donc c'est une température qui est correcte, c'est pas extraordinaire, mais au vu des conditions, c'est pas trop mal. Maintenant, le but évidemment, c'était pas simplement de monter ça sur ce PC, c'était surtout de refroidir mon processeur principal, mon Core i7 8086K. Donc je vais pouvoir tout démonter et on va voir si je peux battre Corsair au niveau du refroidissement. Puisque voilà mon PC. Voilà ce qu'on va essayer de refroidir. D'ailleurs, ça fait un peu miroir. Donc on va essayer de refroidir mon PC principal qui est actuellement et depuis pas mal de temps maintenant refroidi par un Corsair H75, donc un petit kit de water cooling all-in-one de chez Corsair. Donc j'étais très étonné puisqu'en préparant cette vidéo j'ai fait tourner donc tout simplement un stress test pour faire chauffer le processeur et voir un petit peu quelles étaient les températures avec mon Corsair H75 pour pouvoir comparer ça ensuite avec le Water Cooling Custom, et j'ai été donc assez surpris de voir tout simplement que mon processeur surchauffait, c'est-à-dire que la température de l'enveloppe processeur n'est pas si élevée que ça. Par contre la température des cœurs est très élevée, tourne dans les 80-90 degrés et même 100 degrés, ce qui fait que le processeur se met tout simplement en thermal throttling, c'est-à-dire qu'il réduit sa fréquence pour réduire sa tension d'alimentation et donc pour réduire la chaleur qu'il émet.
Et c'est assez surprenant parce que c'est pas un processeur qui consomme tant que ça, il n'a pas un TDP qui est extrêmement élevé. D'ailleurs, mon AMD FX 6300 consomme théoriquement plus que ça, surtout qu'avant je l'avais overclocké à près de 5 GHz, donc il consommait largement plus que mon Core i7 qui n'est pas overclocké du tout. Et pourtant, mon FX ne surchauffait pas du tout avec mon Corsair H75 alors que celui-là surchauffe. Alors il y a deux raisons à ça. D'abord le fait que mon Corsair H75 n'est qu'un water cooling en 120 mm, donc c'est assez faible quand même pour refroidir un processeur comme ça. Et puis le deuxième problème, c'est les processeurs Intel, puisqu'on est sur la 8e génération, et tout simplement la patte thermique qu'il y a entre le processeur et l'IHS, c'est-à-dire entre le processeur, le die en lui-même et la plaque qui se trouve dessus, qui protège le processeur, eh bien la patte thermique que Intel utilise est absolument nulle. C'est pour ça qu'il faut faire ce qu'on appelle du délid, c'est-à-dire retirer cette plaque, changer la patte thermique pour avoir des performances de refroidissement bien meilleures, et on peut facilement baisser les températures de 15-20 degrés rien qu'en faisant ça. Donc je le ferai peut-être d'ailleurs prochainement, mais aujourd'hui on va d'abord simplement changer le système de refroidissement et voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà le water cooling DIY installé dans mon PC. Alors ça n'a pas été trop compliqué, deux petits problèmes quand même qui sont apparus. Le premier, c'est que mon water block ne passe pas sur le processeur. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des condensateurs qui se trouvent juste sur le côté du socket. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi est-ce que sur les plateformes Intel, et c'est depuis maintenant des années que c'est comme ça, mais chez Intel, enfin sur les plateformes Intel, il y a toujours des condensateurs à proximité immédiate du socket. On en voit quelques-uns au-dessus et sur le côté. Et c'est chiant parce que quand on veut mettre des waterblocks ou faire des choses un peu bricolées qu'on veut installer sur un processeur, bah faut faire gaffe parce que sinon ça passe pas. Et dans mon cas moi, eh bien ça passait pas. Donc j'ai dû tout simplement rajouter une petite pièce de cuivre, un petit carré de cuivre de quoi 5 mm d'épaisseur, tout simplement pour surélever un petit peu le waterblock pour passer au-dessus des condensateurs. Donc ça rajoute évidemment une épaisseur supplémentaire et donc ça va évidemment affecter négativement les performances du système, mais malheureusement j'ai pas le choix. Donc je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est comme ça chez Intel, alors que chez AMD il y a également des condensateurs, mais ils sont souvent beaucoup plus loin du socket, et la zone autour du socket chez AMD est généralement beaucoup plus dégagée. Donc voilà, c'est comme ça chez Intel depuis des années, et je ne sais pas exactement pourquoi. Le deuxième problème qui est apparu, c'est le radiateur. Au départ je l'avais monté sur le dessus du boîtier avec les deux ventilateurs, et le problème qui est apparu, c'est tout simplement que le réservoir n'est pas parfaitement hermétique, c'est-à-dire que l'air peut quand même rentrer et sortir. Et quand le radiateur est en haut, il est plus haut que le réservoir. Et le problème, c'est que quand le système fonctionne, bah, tout va bien, mais dès qu'on éteint la boucle, dès qu'on éteint le water cooling, eh bien l'eau redescend dans le réservoir, tout simplement par gravité, comme le réservoir est plus bas, ce qui vient tout simplement faire déborder le réservoir. Si le réservoir était parfaitement étanche, si l'air ne pouvait pas circuler, évidemment ça ne le ferait pas. C'est d'ailleurs pour ça que sur les vrais systèmes de water cooling, normalement ça ne le fait pas. Mais comme le mien n'est pas parfaitement hermétique, eh bien l'air s'échappe et l'eau redescend dans le réservoir, ce qui évidemment le fait déborder et ce qui coule dans le PC. Donc évidemment c'est un peu à éviter. Donc j'ai décidé d'installer le radiateur à l'avant. Il y a de la place à l'avant pour des radiateurs de water cooling en 240, 280, peut-être même 360. Les ventilateurs, ce sont les mêmes ventilateurs que ceux du Corsair H75. J'ai réutilisé les deux ventilateurs qui étaient fournis avec, tout simplement parce que ce sont des ventilateurs avec une pression statique assez élevée qui sont faits pour être montés sur des radiateurs de water cooling. Donc c'est pour ça que je les ai utilisés. Et également le radiateur, comme je l'avais déjà dit je crois, c'est le même radiateur de 240 mm que ce que j'avais utilisé dans la version précédente. Pour ce qui est des tubes, j'ai utilisé les mêmes que dans la version précédente, donc c'est tout simplement du tube flexible en 10-16, donc 10 mm de diamètre interne, 16 mm de diamètre externe. Donc ils sont déjà découpés puisque comme je l'ai dit, hein, j'ai utilisé pour la version précédente, donc j'ai tout simplement réutilisé ça pour recabler, pas vraiment recabler, retuyauter.
Enfin bref, pour relier tous les différents composants, et la boucle est remplie avec de l'eau, tout ce qu'il y a de plus con, d'eau du robinet. Donc si c'était pour une utilisation prolongée ou pour tout simplement une vraie boucle de water cooling, on préférerait tout simplement utiliser du vrai liquide de refroidissement fait pour les boucles de water cooling, pas du liquide de refroidissement automobile, c'est pas adapté, mais donc du liquide pour boucle de water cooling, ou alors on peut utiliser également de l'eau déminéralisée avec des agents antibactériens. Il y a des produits tout simplement pour traiter l'eau pour les boucles de water cooling et puis éventuellement un colorant pour teinter un petit peu l'eau. Alors maintenant, il y a quelque chose que vous attendez probablement tous, c'est est-ce que tout ce bricolage, tout ce travail est plus performant qu'un simple Corsair H75 qui est un petit water cooling all-in-one en 120 mm? Eh bien la réponse est un petit peu compliquée. Déjà, que ce soit avec mon Corsair H75 ou avec ce système-là, mon processeur surchauffe, c'est-à-dire qu'il monte jusqu'à 100 degrés et on a donc le thermal throttling qui se met en place, qui réduit la fréquence du processeur et qui réduit également sa tension d'alimentation pour ramener les températures à des niveaux un petit peu plus raisonnables. Ça, c'est un problème, comme j'ai dit juste avant, qui est dû principalement à la pâte thermique qui se trouve entre le processeur et l'IHS. C'est malheureusement le gros défaut de ces processeurs, enfin de tous les processeurs Intel récents. Donc voilà, comme j'ai dit, peut-être que je ferai du delete prochainement pour changer ça et améliorer un petit peu les températures. Parce que au repos, les températures sur le Corsair H75 sont de 37 degrés au niveau du package processeur, c'est-à-dire la température on va dire globale du processeur en quelque sorte, et on est à 32 degrés au niveau des cœurs, donc c'est vraiment pas mal. Et avec mon système de water cooling fait maison, j'ai relevé 39 degrés sur le package et 42 degrés sur les cœurs, encore une fois au repos. Donc les températures au repos sont meilleures avec un Corsair H75 qu'avec mon système. Sachant que, comme je l'ai dit juste avant, j'ai une interface thermique entre le processeur et mon waterblock qui est loin d'être terrible à cause de la couche de cuivre que j'ai dû rajouter. Là où les choses changent un petit peu, c'est en charge. Alors, en charge, le Corsair H75 arrive à maintenir le processeur à environ 83 degrés température package, donc c'est assez élevé. Je m'attendais même pas d'ailleurs à ce que ce soit si élevé que ça. Je n'ai pas vraiment fait de test en fait sur ce PC depuis que je l'ai assemblé, donc j'ai été un petit peu surpris de voir une température aussi élevée, donc 83 degrés sur le package, et les cœurs donc surchauffent, sachant qu'avec du thermal throttling, ça arrive à maintenir la température en moyenne à 90 degrés sur les 6 cœurs de mon processeur. Donc ce ne sont pas des résultats miraculeux de la part du H75, mais maintenant qu'est-ce que ça donne avec mon water cooling custom? Eh bien en charge, j'ai relevé une température sur le package de 57 degrés et une température au niveau des cœurs de 100 degrés. Alors ces résultats sont un petit peu bizarres, sachant que les tests ont été faits dans les mêmes conditions, c'est-à-dire faire tourner un stress CPU pendant 10 minutes et puis relever les températures au début et à la fin. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir l'écart de température au niveau de la température donc du package processeur qu'il y a entre le H75 et le water cooling custom, 83 degrés contre 57 degrés, donc on peut clairement dire que mon water cooling est plus efficace. Il faut dire qu'il a une capacité de dissipation plus importante au niveau du radiateur. Par contre, la température au niveau des cœurs est vraiment très élevée dans les deux cas, donc ça c'est, voilà, il va vraiment falloir que je fasse du delete sur ce processeur parce que c'est vraiment ça qui bloque, notamment on s'en aperçoit parce que dès l'instant où on lance le stress test, à la seconde même où on clique sur lancer le test, les températures s'envolent et atteignent quasiment 100 degrés à l'instant même où on lance le truc. Alors petit mot concernant le bruit également, le système n'est pas si bruyant que ça en fait. Ce qui fait le plus de bruit sur tout le water cooling, c'est le petit ventilateur qu'il y a ici sur la pompe parce que le moteur a tendance à chauffer un petit peu. Donc c'est ce truc là qui fait presque le plus de bruit, oui, qui fait même le plus de bruit. Par contre en charge c'est quand même assez bruyant, même avec évidemment le panneau en verre trempé de réinstaller. J'ai relevé à peu près 54-55 décibels en étant assis à côté du PC. En charge évidemment, à pleine charge. Donc c'est pas hyper bruyant, mais c'est quand même, disons, un peu bruyant pour pouvoir rester à côté pendant une longue période. Bon, il faut dire qu'avec des températures processeur aux alentours des 100 degrés et un processeur qui est en thermal throttling, les ventilateurs sont tout simplement à fond. En tout cas les ventilateurs sur le radiateur. Donc forcément, c'est pas silencieux. Et voilà pour cette vidéo sur le water cooling DIY, en tout cas la version 2.0 du water cooling DIY qui s'est bien améliorée par rapport à la première version, notamment parce qu'il n'y a plus de fuite. Presque plus de fuite, j'ai relevé quand même un petit suintement au niveau du bas de la pompe, je ne sais pas exactement d'où ça vient mais c'est quand même beaucoup mieux que la version précédente, notamment grâce à l'impression 3D résine qui a quand même beaucoup aidé pour que tout ça soit bien étanche. Donc je dirais que cette version est quand même beaucoup plus utilisable que la version précédente. Malgré tout, elle ne va pas rester dans mon PC principal puisque pour ce qui est de la petite guerre entre mon water cooling DIY version 2.0 et Corsair, représenté ici par mon Corsair H75, eh bien c'est plutôt une victoire Corsair. Les températures sont globalement meilleures. Il y a bien une température qui est bien meilleure avec mon water cooling qu'avec celui-là, mais sinon toutes les autres températures relevées étaient meilleures avec le water cooling de chez Corsair qui n'est qu'un 120 mm qu'avec mon système custom en 240 mm. Donc
Niveau performance, c'est plutôt une victoire Corsair. Niveau nuisance sonore également. Et puis surtout, le problème avec une boucle de water cooling comme ça, c'est qu'on n'est jamais sûr de la fiabilité. La pompe peut très bien tomber en panne ou s'arrêter de tourner pour on ne sait quelle raison. Et puis surtout, plus problématique encore, une fuite peut très bien apparaître. Et si c'est une fuite notamment au niveau du waterblock ou un raccord qui casse ou je sais pas quoi, ça peut tout simplement détruire le PC, ce que j'aimerais quand même éviter. Donc malheureusement, ça ne va pas rester dans mon PC, je vais réinstaller mon Corsair H75. Par contre, comme le système a l'air quand même assez fonctionnel, je vais l'installer dans le PC d'atelier et puis je vais voir combien de temps ça tient avant que quelque chose tombe en panne ou que quelque chose tourne mal. Ce qui est sûr également, c'est que je vais prochainement delete mon processeur, c'est-à-dire retirer l'IHS du processeur pour changer la pâte thermique qui se trouve en dessous. Tant qu'à faire, j'aimerais également installer un meilleur système de refroidissement parce que bon, un petit Corsair H75 sur un Core i7 avec 6 cœurs 12 threads, c'est quand même un petit peu limite, surtout si je veux l'overclocker, donc je verrai comment je vais faire tout ça prochainement. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais delete le processeur. Peut-être que j'en ferai une vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire, mais clairement je vais travailler là-dessus. En attendant, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas également à aller faire un tour sur utip.io/goodwin, la plateforme Utip qui permet de soutenir les créateurs comme moi. Vous pouvez aller sur la plateforme Utip, le lien est dans la description, et vous pouvez tout simplement regarder des pubs ou faire des dons pour soutenir la chaîne, ce qui permet de soutenir des projets comme celui-là. N'hésitez pas également à utiliser les liens Amazon et Gearbest qui se trouvent dans la description de certaines vidéos. Probablement pas de cette vidéo là, mais enfin bref, n'hésitez pas à utiliser ces liens, ça permet également de soutenir la chaîne, ce sont des liens d'affiliation, donc vous pouvez soutenir encore une fois des projets comme celui-là. Et si vous avez aimé mon t-shirt, vous pouvez également aller voir dans la description, il y a un lien vers la boutique Teespring de la chaîne, où vous pouvez acheter exactement le même. Sur ce, je pense que j'ai plus rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine.